Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Je suis donc avec Jean-Pierre Clamadieu, qui est président d'Engie. On va attaquer tout de suite. Le petit film que nous venons de voir parle de simplification, de recentrage. Où va Engie après de telles sessions au fil des années? Récemment, vous avez annoncé le projet de cession d'Equance, un ensemble de services qui fait 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Il y avait aussi la cession de la participation dans Suez, l'allègement dans GTT, dans Electro Power System. Et il y avait déjà eu bien avant la cession de l'exploration de production et d'une partie du GNL. Alors d'un groupe de presque 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2012, on arrive à un petit peu moins de 50 milliards. Alors quelle est cette stratégie? Que prévoyez-vous? Alors, c'est pas la grande braderie. Je tiens à Bientôt dire, le Black Friday, hein, attention. Non, c'est vrai. Non, c'est l'exécution d'une stratégie qui a été clairement explicitée par le conseil d'administration à l'été 2020, en fait, où nous avions dit, Engie, c'est 4 métiers, 2 métiers de croissance et 2 métiers qui sont plutôt des générateurs de cash, des générateurs de ressources. Et nous voulons nous concentrer sur ces 4 métiers pour être parmi les meilleurs. Alors, c'est quoi ces 4 métiers? On les a effectivement vus rapidement dans le film. Les renouvelables. Et ce n'est pas un sujet qu'on découvre aujourd'hui. On a bâti au fil du temps une position solide parmi les leaders européens du développement des renouvelables. Mais nous voulons continuer à investir dans un métier dans lequel il y a plein d'opportunités de croissance, mais il faut de l'argent pour ça. Le deuxième métier de croissance, c'est les infrastructures urbaines, réseaux de chaleur, réseaux de froid et les services qui leur sont associés. Cofeli en France pour ceux qui connaissent nos marques. Et puis les 2 métiers qui sont plutôt des générateurs de cash, c'est nos infrastructures gazières. Nous sommes le premier de très loin transporteur et distributeur de gaz en France. Nous avons des activités dans ce domaine également au Brésil. Nous avons fait un investissement qui s'avère très très efficace il y a quelques années, un projet qui s'appelle TAG. Et le dernier des métiers, c'est la génération d'électricité hors du renouvelable, au-delà du renouvelable, avec 3 technologies, le nucléaire, plutôt en phase d'arrêt puisque nous n'avions de position qu'en Belgique, on y reviendra peut-être, le charbon, nous en sortons comme ça a été indiqué ici, et puis le gaz parce que nous considérons que le gaz est une énergie de transition essentielle dans un certain nombre de géographies. Donc Engie, ça se simplifie aussi en termes de géographie, mais ça se simplifie pour être fort et conquérant dans les métiers qu'on a choisis. Alors vous avez là encaissé au total une dizaine de milliards d'euros assez rapidement entre la cession pour 3,4 milliards de la part d'un tiers en gros du capital de Suez. Equance, Bouygues va le racheter pour plus cher que prévu, un petit peu plus de 7 milliards d'euros. Qu'allez-vous faire de cet argent? Je crois que vous avez déjà prévu de le dépenser en Espagne assez rapidement. Donc, alors en fait, effectivement, par une acquisition déjà. Dans le plan stratégique, on a indiqué que nous souhaitions entre 2021, 22, 23 au total investir entre 15 et 16 milliards d'euros de capex de développement. Et puis le hasard du calendrier fait que juste après avoir annoncé Equance, on a effectivement annoncé une acquisition dans les renouvelables. On a acheté un acteur espagnol qui s'appelle Eolia, qui est un développeur important de renouvelables en Espagne. Et ça illustre notre volonté de continuer à croître dans les renouvelables, même si aujourd'hui, notre vision, c'est que c'est en développant nous-mêmes nos projets, comme on le fait tous les jours dans les pays dans lesquels on est installé. Il faut peut-être rappeler, on ne le dit pas assez souvent, mais Engie est le premier développeur d'énergie renouvelable en France. Engie est le 4e développeur de projets renouvelables aux États-Unis. Et nous sommes également premiers au Brésil. Donc dans des géographies, dans des pays qui sont importants, nous sommes très très bien placés. Et c'est vraiment la priorité de développement organique. Mais de temps en temps, quand l'opportunité se présente de faire des acquisitions qui nous permettent d'accélérer, soit dans les pays où on est présent, soit, c'est le cas de l'Espagne, dans les pays où on a vraiment des ambitions de croissance, bien sûr, on est prêt à se laisser séduire par des projets intéressants. Est-ce que vous aviez déjà fait une acquisition récente et relativement voisine, qui sont les barrages de EDP Energias des Portugal récemment? Donc, est-ce que ça va faire un nouvel ensemble, une nouvelle plateforme Effectivement, on a une position importante dans l'hydraulique. Sur les 30 gigawatts de capacité installée dans le renouvelable, il y en a aujourd'hui une moitié, un tout petit peu plus de la moitié, qui sont des positions dans l'hydraulique. Il y a très peu d'actifs à céder dans le domaine de l'hydraulique. On a vu cette opportunité au Portugal qu'on a saisie, et c'est vraiment une série de barrages sur le Douro qui sont très très bien placés, qui nous permet de servir nos clients, en particulier industriels, dans la péninsule ibérique. Et là, avec Eolia, on va pouvoir accélérer et puis développer des synergies, puisque
nos grands clients industriels, ils ne veulent pas de l'électricité verte quand il y a du vent et quand il fait beau. Ils veulent de l'électricité verte 24/7, comme on dit. Et le fait de pouvoir combiner des offres dans lesquelles il y a une part d'éolien, une part de solaire et une part d'hydraulique, c'est un réel avantage pour Engie. Et je dois dire d'ailleurs, si vous me le permettez, on a vraiment un savoir-faire assez unique dans la constitution de ce qu'on appelle des PPA, je devrais dire PPA d'ailleurs, des Power Purchase Agreement, qui sont ces contrats entre des grands acheteurs industriels et des producteurs d'énergie. Nous sommes dans un des classements qui a été rendu public il n'y a pas très longtemps, le premier développeur mondial de ce type de contrat. On a des équipes dans le groupe qui sont particulièrement efficaces et compétentes dans ce domaine. Et pour nous, c'est un moyen d'accélérer le développement du renouvelable. Donc vous n'êtes pas si petit que ça dans le renouvelable, parce que vous avez eu un petit tacle la semaine dernière de M. Pouyanné, le PDG de Total Energy, dans un Investir Day numérique que nous avons diffusé la semaine dernière, qui disait que Total Energy est un petit peu plus gros qu'Engie dans les renouvelables. Et puis de toute façon, il n'a pas l'intention de vous racheter, parce que c'est un peu la question. C'est un peu comme les banquiers qui font qui présentent toujours et qui sont toujours très habiles quand ils viennent nous voir pour faire un projet. Ils vous expliquent ils sortent de ce qu'on appelle les league tables et ils montrent qu'ils sont les meilleurs. Sur le renouvelable, il y a plein de manières de compter. Je crois qu'effectivement, dès lors qu'on inclut l'hydraulique dans notre position, on est un acteur qui a aujourd'hui 30 gigawatts de capacité installée, avec des enjeux de développement qui sont importants. Entre nous, il y a de la place pour tous. Aujourd'hui, c'est ce qu'on se dit avec Patrick, avec qui on a les meilleures relations du monde, mais il y a vraiment de la place pour tous. La difficulté ou le défi, comme pour Total Energy, comme pour Engie, c'est de choisir les bons projets. Il y a des projets sur lesquels il y a une telle compétition que les prix sont tirés très fort vers le bas et les rentabilités seront, à mon avis, décevantes pour certains investisseurs. L'enjeu de grands groupes comme Engie, c'est Engie dont je parle ici plus que de Total, c'est effectivement de trouver des projets plus complexes sur lesquels il y a un petit peu moins de compétition et qui nous permettent de sécuriser des marges qui répondent aux attentes de nos actionnaires. D'accord. Alors vous avez d'autres axes de développement qui sont notamment les gaz verts. On a beaucoup parlé d'hydrogène ces derniers mois et notamment la semaine dernière, parce que le président Macron a annoncé une rallonge d'1,9 milliard par rapport à un plan de 7 milliards d'euros déjà pour la France. Donc vos ambitions il n'y a pas que l'hydrogène d'ailleurs dans les gaz verts. Non, alors effectivement, quand on dit renouvelable, tout le monde pense solaire, éolien. Éolien, il y a deux catégories d'ailleurs, l'éolien terrestre et l'éolien en mer. On pense que l'éolien en mer a un rôle majeur à jouer pour permettre de réaliser la transition énergétique en Europe. On a fait un choix qui est de s'allier avec notre concurrent portugais, EDP, dont on parlait tout à l'heure s'agissant de barrages. On a constitué une société commune qui a l'ambition d'être là aussi parmi les leaders dans ce métier de l'offshore wind qui devient de plus en plus technique. Et puis, originalité d'Engie, les gaz renouvelables. Aujourd'hui, le biogaz, issu de la méthanisation, on a vu quelques belles photos de méthaniseurs, ils sont pas dans le film, ils ne sont pas tous aussi gros que ceux-là, mais c'est une réalité le biogaz aujourd'hui. L'an dernier, 1% du gaz livré en France était du gaz d'origine renouvelable, donc du biogaz. 1%, ça vous paraît tout petit, mais en réalité, ça fait beaucoup de mètres cubes et ça montre que la filière est en train de devenir une filière industrielle. Et puis notre rêve demain, c'est l'hydrogène. Alors c'est à la fois une réalité sur des projets de démonstration. Parce que c'est une filière toute naissante en devenir et pas compétitive, spécialement compétitive. Alors c'est compliqué parce qu'il y a des industriels. J'étais chimiste longtemps. Quand on est chimiste, on consomme de l'hydrogène. C'est un élément important des procédés, mais de l'hydrogène qu'on appelle gris jusqu'à présent, qui est de l'hydrogène issu de la transformation du gaz naturel. L'hydrogène, c'est pas une énergie primaire. On va pas, même s'il y a quelques pays dans lesquels on peut faire des trous, il sort de l'hydrogène, mais en réalité, c'est surtout un moyen de transporter et de stocker de l'énergie. Et le rêve qu'on a chez Engie, mais je peux vous dire qu'on n'est pas les seuls à l'avoir aujourd'hui. J'ai rencontré, d'ailleurs, y compris hier, beaucoup d'industriels européens et nous échangions sur ce sujet. Le rêve, c'est un grand réseau européen qui vient transporter de l'hydrogène et le mettre à disposition de ceux qui l'utilisent. Et cet hydrogène, il sera vert, compétitif, il l'est effectivement pas aujourd'hui, et pour qu'il soit compétitif, il faut qu'on arrive à augmenter les quantités, et ceux qui l'utilisent, ce sont des industries comme la chimie, le raffinage, la sidérurgie. Ce sont des acteurs qui ont besoin de chaleur, et l'électricité n'est pas un très bon moyen de produire de la chaleur, et puis des applications de transport lourd. Qu'est-ce qu'on dit par transport lourd? Camions, locomotives, bateaux.
peut-être avion. Airbus a un projet de commercialiser un avion hydrogène, de faire voler un avion hydrogène à l'horizon 2035. Et à nouveau, le rêve qu'on a chez Engie, c'est cette idée d'un grand réseau européen d'hydrogène vert qui est un peu parallèle au réseau électrique. L'électricité peut faire beaucoup de choses dans la transition énergétique, mais elle ne peut pas tout faire. Et ce qu'elle ne peut pas faire, l'électricité, là, des molécules comme les molécules de gaz aujourd'hui, de biogaz demain ou d'hydrogène peuvent faire, il faut pouvoir l'utiliser. Et pour ça, il faut créer ce réseau. Et puis effectivement, comme toutes les énergies renouvelables, il y a une étape où on a besoin de soutien public pour les développer, parce qu'il faut atteindre la masse critique. Et je pense que sur l'hydrogène, allez, on va dire entre 5 et 10 ans d'aujourd'hui, on sera capable, de manière économique, d'apporter ces solutions à des clients qui les attendent avec impatience. On disait tout à l'heure que le plan français, donc qui frôle du coup les 9 milliards d'euros, ne serait peut-être pas suffisant. Je dirais que le plan français, c'est une... Le plan français, c'est une première. Le plan français, c'est une première étape. Il est beaucoup tourné autour de l'idée de cluster. On participe d'ailleurs à certains de ces projets. On peut reparler de Total Energy. On a un très beau projet dans le sud de la France pour alimenter une raffinerie de Total Energy en hydrogène vert. Donc c'est plutôt des clusters locaux. On a un cluster également en région Rhône-Alpes, avec d'autres partenaires comme Michelin, qui tournait cette fois-ci vers la mobilité, dans lequel on produit, généralement on a soit un champ de panneaux solaires, soit quelques éoliennes, un électrolyseur qui produit l'hydrogène et puis la personne qui le consomme à côté. Et le projet français, il cherche vraiment à développer ces clusters, et puis un accent particulier sur l'électrolyse. C'est une très bonne étape, mais il faut aller plus loin. Alors plus loin, il y a un ensemble de directives européennes qui sont actuellement en discussion à Bruxelles. C'est ce qu'on appelle le package, pardon pour le jargon, Fit for 55, prêt pour 55. Alors prêt pour 55, ça veut surtout dire prêt pour 2030, où l'objectif de l'Europe, c'est de diminuer de 55% ses émissions de gaz à effet de serre. Et dans cet ensemble de textes, il y en a certains qui sont très importants pour le développement de l'hydrogène. On va passer à une autre énergie, c'est de le nucléaire, parce que je sais que pour vos actionnaires belges et les consommateurs belges, c'est important. Vous avez encore 7 réacteurs nucléaires en Belgique qui doivent bientôt fermer. Donc, on a beaucoup parlé aussi de nucléaire, de relance du nucléaire en Europe et notamment en France ces dernières semaines. Donc, pour vous, c'est une aventure qui va se fermer, au contraire. Oui, alors quel prix le nucléaire est vraiment un type d'énergie dont moi je suis persuadé qu'il a un rôle important à jouer dans le mix énergétique mondial et dans un certain nombre de pays d'Europe. C'est une énergie décarbonée qui a beaucoup d'avantages. Il y a aussi quelques points d'attention. Mais l'acceptation politique du nucléaire est très différente d'un pays à un autre, même pour des pays qui sont très voisins. Angela Merkel en Allemagne a pris une décision très, très structurante après la catastrophe de Fukushima en disant « je ferme mes centrales nucléaires ». Quand je dis mes centrales, c'est que souvent pour les gouvernements de ces pays, les centrales, c'est vraiment leur truc. C'est un métier qui est très particulier parce que très proche de la puissance publique. Et en Belgique, il y a aujourd'hui, et depuis d'ailleurs 2005, je pense, une loi qui disait que tous les réacteurs nucléaires devaient s'arrêter en 2025. Mais en même temps, il y avait beaucoup de dirigeants politiques qui disaient il faudra peut-être prolonger. Bon, là, la réalité, c'est qu'à défaut d'avoir pris une décision en temps utile, je pense qu'effectivement, nos réacteurs nucléaires vont s'arrêter en 2025 au plus tard. En fait, on va les arrêter progressivement entre 23 et 25. Et nous, on se prépare à cette situation-là. Mais on n'abandonne pas la Belgique pour autant, puisque nous avons, dans le cadre d'un mécanisme de soutien à l'investissement dans des capacités de production d'électricité à base de gaz, nous avons obtenu de réaliser les 2 centrales à gaz qui seront nécessaires pour assurer la sécurité d'approvisionnement de la Belgique au-delà de 2025. Donc Engie va rester pour rassurer nos actionnaires et nos clients belges, Engie va rester un acteur essentiel de la production d'énergie en Belgique, au-delà de cet événement important qu'est la fermeture du nucléaire. Alors on va passer du nucléaire au charbon, parce qu'on ne peut pas ne pas en dire un mot après la COP 26, qu'on vient de passer. 26, oui. Pas 27 encore. Là aussi, c'est une activité qui va s'éteindre progressivement et à relativement court terme chez vous. Oui, alors beaucoup du travail a été fait, y compris dans les années passées, où on est sorti de beaucoup d'actifs charbonniers. Aujourd'hui, le charbon, c'est 4% de l'énergie primaire consommée par le groupe. L'engagement qu'on prend, ou qu'on a pris, mais on va le réaliser, c'est de sortir du charbon en 2025 en Europe et complètement en 2027. Alors pourquoi ça prend autant de temps ?
Plusieurs raisons, hein. Il y a des pays dans lesquels des centrales à charbon jouent des rôles clés dans l'approvisionnement, et c'est pas facile de dire on arrête. Il y a des situations sociales complexes, hein. Il y a quelquefois des centrales à charbon qui sont associées à des mines et qui emploient dans une région donnée des milliers de personnes. Donc tout ceci doit être fait d'une manière qui permet de traiter le mieux possible ces aspects sociaux, mais nous avons un plan et nous sommes vraiment très engagés pour le réaliser. Donc 2025 en Europe, 2027 dans le reste du monde. On va peut-être parler un petit peu de chiffres, parce que vous avez annoncé mi-novembre des résultats partiels, enfin presque la totalité du compte des résultats à 9 mois qui étaient très bons et qui ont permis de relever une deuxième fois les prévisions de résultats pour l'année en cours. Alors pourquoi un tel relèvement et pour la deuxième fois? Parce que vous attendez un EBITDA autour de 11 milliards d'euros. C'est plutôt une bonne nouvelle de bien sûr, on ne va pas s'en plaindre. Non, je crois que, alors, effectivement, d'abord, les 9 premiers mois de l'année ont été très bons. Alors, il faut bien se rappeler qu'on se compare à une année 2020 qui, elle, avait été fortement impactée par la crise du Covid. Mais qu'est-ce qui explique cette dynamique positive? Deux choses d'ailleurs qui sont un petit peu liées. Une reprise de l'activité économique après la crise Covid, probablement plus rapide que ce que les uns et les autres avaient imaginé, et des prix de l'énergie qui sont très élevés. Donc même si on est sur beaucoup de nos activités protégées parce qu'on prend des positions par avance pour éviter d'être soumis à la volatilité des marchés, il reste une partie de nos productions qui ne sont pas couvertes par ces mécanismes de hedging et qui nous permet de bénéficier de cela, de ces prix favorables. Mais au-delà, je pense qu'il y a un vrai effort, un vrai souci chez Engie, et bien sûr porté par Catherine MacGregor, la directrice générale que nous avons choisie il y a à peu près un an et qui a pris ses fonctions au début de l'année. Il y a un vrai souci de Catherine, on le redisait dans le film d'ailleurs, de mettre l'accent sur la performance et l'excellence opérationnelle. Et il y a vraiment cette idée qu'il faut aller chercher les résultats et pas simplement en attendant que les prix de l'énergie évoluent dans le bon sens, mais en s'assurant que nos actifs fonctionnent le mieux possible. Donc cet ensemble d'éléments nous a permis de relever d'une manière effectivement visible nos attentes de résultats sur l'année. C'est une bonne nouvelle pour nos actionnaires. D'accord. Et inversement, est-ce que la décision du gouvernement français de geler les prix du gaz pour les consommateurs à partir de novembre, je crois, et pour quelques mois, va peser sur les résultats et vous dévaloriser? D'abord, c'est une décision qui est compréhensible. Il faut se rappeler que ça concerne une petite partie de nos contrats de fourniture de gaz aux particuliers, ceux qui sont dans ce qu'on appelle le tarif régulé. C'est un tarif qui va se terminer en 2023. C'est une survivance des anciens tarifs de Gaz de France. Et la logique du tarif régulé, c'est d'être très corrélé au prix du gaz, aux prix internationaux du gaz. Donc si on est un peu plus prudent, Engie, comme d'autres d'ailleurs, offre des contrats à prix fixe qui permettent d'éviter cette très forte volatilité. Au cas d'espèce, le gouvernement, en constatant l'envolée très, très soudaine et très brutale des prix du gaz, a décidé d'utiliser une disposition qui est dans la loi, qui lui permet d'étaler la hausse. Dans le même temps, le Premier ministre avait dit qu'il compenserait les pertes éventuelles pour les fournisseurs d'énergie. C'est ce qu'il a fait. Il y a une disposition dans le projet de loi de finances qui prévoit un mécanisme de compensation. Donc pour nous, il n'y aura pas d'impact. Il y a un petit impact de trésorerie, mais il n'y aura pas d'impact de résultat. Avancer le gel. Enfin, on sera remboursé a posteriori. D'accord. Alors, bon résultat, beaucoup de cessions d'actifs et des cessions importantes. Alors, quel retour aux actionnaires envisagez-vous? Parce qu'il y a un an, vous nous annonciez, on supprime le dividende. Vous étiez un peu au titre de 2020, comme d'autres l'ont fait. Donc, oui, je pense que la situation de l'année dernière était un petit peu particulière. Je pense qu'on le comprend tous. C'est vrai que quand on a dû prendre une décision sur le dividende en 2020, on était au début de l'année 2020, on était en plein premier confinement, beaucoup d'interrogations sur la situation à venir. Et ce que nous avons dit, c'était pas une décision facile. J'ai eu plein de retours d'actionnaires et plutôt qui nous challengeaient sur ce point, mais on considérait que l'intérêt de nos actionnaires, c'était vraiment la solidité financière du groupe, notre capacité à passer cette crise. C'est évidemment ce qui s'est passé. Donc retour aux actionnaires, on a une politique de dividende qu'on a affichée, 65 à 75% du résultat net récurrent, et bien sûr on va s'y tenir. Donc dès lors qu'on améliore nos perspectives de résultats, je pense qu'il y aura de ce fait un retour pour nos actionnaires. Alors pour l'instant, l'action n'en profite pas beaucoup, je peux dire.
c'est pas parmi les plus fortes hausses du CAC 40. On peut le dire, effectivement. Donc, un petit mot pour encourager la fidélité de vos actionnaires. Non, mais je crois qu'on est très attendu autour de l'exécution ou de la mise en œuvre de la stratégie. Quand je lis les notes d'analyse, ce que vous pouvez faire aussi, je crois que la stratégie est bien comprise. Je crois qu'elle est appréciée parce qu'on va dans le sens de la simplification, on va dans le sens de choix qui sont clairs dans là où on veut concentrer l'ensemble de nos moyens. Quand je parle de simplification, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais on veut réduire le nombre de pays dans lesquels on opère. Le groupe avait tendance à faire un petit peu de tout partout. Donc maintenant, on a choisi 4 métiers. On a décidé qu'on les ferait dans une vingtaine de pays du monde, qui sont des pays dans lesquels on a des positions fortes. Donc je crois que ce qu'attend le marché, même si le marché ne me parle pas tous les matins, donc c'est toujours un petit peu compliqué à décrypter, mais ce qu'attend le marché, c'est de nous voir mettre en œuvre cette stratégie. Je pense que l'exécution rapide des sessions qu'on avait annoncées est un élément qui est encourageant et qui montre que le conseil d'administration, la direction générale sont bien alignés. Et puis on a des équipes qui travaillent énormément pour réaliser ces opérations complexes dans les temps choisis. Les valeurs de session montrent qu'on est très attentif à la valeur pour l'actionnaire. Le fait qu'on ait rehaussé nos perspectives de résultats, là aussi, c'est un élément positif. Il faut continuer, il n'y a pas de mystère. J'ai dirigé des sociétés cotées depuis une vingtaine d'années. Aujourd'hui, je suis dans un rôle différent qui est président de conseil d'administration. Mais la réalité, c'est bien qu'il faut du temps pour montrer au marché que ce qui est une belle annonce, ça se traduit dans des résultats trimestriels et puis dans un dividende annuel. Donc, un tout petit peu de temps, mais je crois que la patience sera récompensée. Bon, écoutez, merci. Je crois que nous avons 1 ou 2 micros qui circulent pour des questions de la salle. Vous avez un monsieur tout de suite à droite. Voilà. Merci. Donc, vous avez vendu Equens à des prix absolument mirifiques. Le cours de bourse a augmenté. J'en ai acheté, ça a déjà redescendu. Pas beaucoup, mais je viens de 30 €. En fait, est-ce que le marché n'attend pas que vous scindiez clairement votre activité nucléaire belge pour qu'on y voit plus clair? Parce que, en fait, cette activité nucléaire belge, ça vous plombe, c'est pas possible. Est-ce que la bonne idée, ça serait pas de filialiser cette activité et de montrer le reste d'Engie sous un jour le plus favorable possible? Quand vous avez commencé à dire scindé, je me suis un petit peu relevé. Mais alors, effectivement, cette activité belge aujourd'hui, elle est complexe à comprendre. Elle a des impacts d'ailleurs plutôt positifs dans l'année dans laquelle on est. Mais on a aussi des engagements, des provisions à long terme pour le retraitement des déchets. Je crois que le sujet aujourd'hui, c'est plus de s'en séparer. Ce serait pratiquement pas possible. Mais la confirmation de l'annonce de l'arrêt des activités de production nucléaire en 2025 était, à mon avis, un événement important, ce qu'on a annoncé au début de cette année. Il faut qu'on clarifie un certain nombre de choses qui sont liées à qu'est-ce qui se passera ensuite dans la partie démantèlement et traitement des déchets. Et il faut qu'on donne sur ce point, et vous avez raison, de la visibilité au marché. Ce ne sera pas en la scindant, je pense qu'on va en garder cette responsabilité, mais il faut que le marché soit capable de valoriser les autres parties de l'activité du groupe. Oui, monsieur devant. Là. Bonjour. Actuellement, un réacteur ERP, 3e génération, en pleine construction sur le site de la centrale de Flamanville. Et d'autres sites nucléaires existent en France, mais ils ne produisent pas d'électricité. Il s'agit d'usines de fabrication de combustible pour les centrales, de centres de gestion de déchets radioactifs ou de centres de recherche exploitant des réacteurs expérimentaux. Pourriez-vous nous expliquer la résilience de cette infrastructure et le facteur d'attractivité de l'électricité? Alors moi, c'est pas moi qui vais vous l'expliquer, mais je peux vous renvoyer vers Jean-Bernard Lévy ou le patron d'EDF pour cela. Nous, on a fait vraiment un choix nous considérons que le nucléaire fait pas partie de nos ambitions stratégiques. Est-ce qu'il y avait d'autres projets, notamment en Turquie ou en... Oui, alors il y a longtemps. Il y a quelques années, mais bon, je suis la société de... Non, je crois qu'à un moment, Engie... Le groupe avait renoncé, quoi. Bien sûr, à un moment, Engie et mon prédécesseur, Gérard Mestralet, ont cherché à prendre une place dans cette filière. Le gouvernement français, je crois, a été assez clair à l'époque qu'il souhaitait un seul acteur qui est EDF. On n'y est pas rentré et franchement, je crois qu'on n'a pas de regret à avoir. Après
3 ans maintenant comme président du conseil d'administration d'Engie, moi je suis assez persuadé que le nucléaire, c'est pas vraiment un sujet d'entreprise privée. C'est un sujet qui est mieux géré par des entreprises qui sont très très proches de la puissance publique. À cause publique. du poids des investissements, oui. Parce qu'on sait qu'ils sont énormes pour votre 3 choses, 4 choses même. Le poids des investissements, les incertitudes. Regardez ce qui se passe à Flamanville, sans parler du réacteur finlandais. Troisième point, le fait que l'énergie nucléaire, c'est un élément de souveraineté. Quand je vais voir le Premier ministre belge pour parler de nucléaire, je comprends bien que je ne viens pas lui parler de... je ne sais pas, de mise en conserve de petits pois ou même de chimie. C'est vraiment c'est quelque chose sur lequel les décideurs politiques se sentent très impliqués. Et puis effectivement, sur la partie retraitement des déchets, c'est des engagements de très long terme. Donc on a fait nous, on n'est pas, en tout cas avec les technologies nucléaires disponibles aujourd'hui, Engie n'a pas d'ambition dans cette filière. D'accord. D'autres questions? Nous avons un peu le temps. Oui, il y a un monsieur, alors derrière la petite caméra, au milieu de la salle, là, juste. C'est pour continuer dans les questions de retraitement. Mais les retraitements de centrales à charbon, on va en avoir beaucoup qui vont être obsolètes. Qu'est-ce que vous allez en faire? Parce que quand on passe devant une centrale à charbon, on la voit, c'est pas tout petit. Hein, on la sent aussi. C'est pas comme chez les Mickey. Hein. Alors comment vous allez vous en débarrasser? Et est-ce qu'il n'y aurait pas un coût par hasard? Non, alors d'abord, en France, quand vous vous baladez, vous ne devez pas passer devant beaucoup d'anciennes centrales à charbon d'Engie, parce que je ne crois pas qu'on en ait, du tout. Mais si on en a, c'est un tout petit nombre. En revanche, vous avez tout à fait raison. C'est dans certains sites, la problématique de traitement de ces anciennes activités est essentielle. Enfin, moi, j'en ai visité un qui est spectaculaire. Hein, c'est en Australie, dans lequel on a une centrale à charbon et une mine associée. La manière de traiter est assez simple. Hein. La centrale à charbon, elle est en train d'être démolie. Et on va en faire, comme c'est un point qui électriquement est très bien desservi, il y a un certain nombre de projets pour réutiliser le terrain. Ce qui est spectaculaire, c'est l'ancien site de la mine. On va le remplir d'eau pour en faire un lac. Je crois qu'il nous faut à peu près 10 ans pour le remplir d'eau. Et que le volume d'eau qui sera dans ce lac, c'est plusieurs fois le volume d'eau qu'il y a dans la baie de Sydney. Donc ça donne une idée de l'ampleur de ces travaux. Alors, c'est des travaux de réhabilitation qu'on provisionne dans les comptes du groupe, donc il n'y a pas de surprise particulière. J'ai cité un exemple qui est vraiment extrême. Hein. On a des situations plus simples ailleurs, mais pour nous, on ne va pas laisser des friches industrielles avec des grandes cheminées comme témoignage de nos activités charbonnières. Il faut qu'on traite ces sites comme on traite tout site industriel qu'on abandonne. Est-ce que nous avons le temps pour une dernière question? Oui, monsieur. Oui, bonjour. Donc j'avais plusieurs questions en fait. Vous avez parlé de la valorisation d'Engie. Les analystes souvent considèrent Iberdrola et Enel comme beaucoup plus avancés sur les renouvelables et donc associent une valorisation qui est bien plus intéressante. Comment se situe Engie par rapport aux meilleurs élèves, on va dire, en matière de renouvelables. J'avais une deuxième question. Il y a des normes sur le plan de l'habitation qui ont tendance à privilégier en France l'électricité pour le chauffage et à exclure le gaz. C'est des normes qui risquent d'avoir des impacts très importants sur les énergies qui seront privilégiées. Donc comment se positionne Engie par rapport à cela? Et dernière chose, par rapport au nucléaire, on voit bien en ce moment qu'il y a beaucoup de débats sur la souveraineté des différents États en matière énergétique, et notamment les problématiques par rapport à la dépendance au gaz russe. La Belgique commence à expérimenter justement des difficultés, en tout cas potentielles, par rapport à un mix énergétique qui serait beaucoup moins souverain. Est-ce que si le gouvernement belge considère ces éléments et vous demandait de prolonger justement l'exploitation de quelques centrales nucléaires, je crois que c'est 2 centrales nucléaires possibles. Vous pouvez y aller, monsieur, parce que le temps est coulé. Oui, je finis. J'ai fini. Hein. Est-ce que vous seriez à même, de répondre positivement? Une société qui nous suit encore. Oui, j'ai fini. Redites-moi la première question, c'était. La première question, c'était si Iberdrola. Ah oui, Iberdrola. Non, alors, bon, voilà, j'ai fini. Merci. Oui, parce que le temps, normalement, le temps pour nous est écoulé aussi. Donc. Je vous la fais très très vite. Hein. Oui, Iberdrola et Enel sont en avance sur nous.
Ils ont pris beaucoup plus tôt que nous le virage du renouvelable, mais ce sont de très bons modèles et notre enjeu, c'est vraiment de coller à ce peloton-là. Un tout petit peu décalé, mais pas trop. Et l'une des raisons pour lesquelles on a fait ces choix très clairs de priorité, c'est continuer à jouer en première division avec des acteurs comme Enel et Iberdrola. Deux, moi je suis convaincu que le gaz a encore une place dans le chauffage et dans l'habitat en particulier collectif. Je crois pour moi, il n'y a pas de doute là-dessus. Parce que le gaz a une caractéristique essentielle, c'est qu'il se stocke et se déstocke très facilement. Et le chauffage, c'est un problème de pointe saisonnière. Alors maintenant, ce gaz, il faut absolument qu'il se verdisse et le plus vite possible, d'où le passage au biogaz et peut-être à terme au méthane. Et on est très attentif à ce que les réglementations... Alors dans l'individuel, il y a eu quelques décisions qui ont été annoncées. On est très attentif à ce que dans le collectif, le gaz puisse continuer à trouver sa place. Et puis sur votre troisième point, alors là on pourrait en parler longuement, je pense que pour éviter la dépendance au gaz russe, eh ben, il faut avoir plein de fournisseurs. C'est possible. Aujourd'hui, il y a un marché très actif du GNL. Il faut qu'on arrive à trouver le bon équilibre entre ces différents fournisseurs. C'est le rôle d'Engie, c'est aussi le rôle des gouvernements. Il faut être attentif qu'ils sont très attentifs à ça. Sur le nucléaire belge, est-ce que le gouvernement, si le Premier ministre m'appelle tout à l'heure pour me dire on aimerait bien prolonger nos centrales, je crois que ma réponse sera de dire c'est un petit peu tard. Aujourd'hui, le temps nécessaire pour préparer un prolongement d'activité de centrale nucléaire, il est un petit peu trop long par rapport au délai qui nous sépare de cette échéance. Voilà. Merci Monsieur Clamadieu. Je vous invite à poursuivre la conversation au stand d'Engie, donc au niveau supérieur, là où il y a les stands des grandes entreprises, et c'est le numéro 104, m'a-t-on signalé. Donc n'hésitez pas. Merci beaucoup de votre attention et de vos questions. Merci.